Alors là, on va faire la connaissance de Marianne, qui est une révoltée, une petite sans-culotte. Elle nous a fait part de ses petites envies de se faire entendre. Je suis désolée, monsieur, mais vous n'avez pas le droit de passer. Alors t'es là pour la politique, c'est ça? Ah, mais non. Il y a un petit côté autoritaire en plus. Oui, je bloque la circulation. Gilets jaunes, vous n'avez pas entendu parler du mouvement? À la télé. Bon, il fait un petit peu froid, mais je suis désolée, il faudra que vous restiez en ma compagnie. Pourquoi pas, ça te dirait que je te présente aussi quelques-uns de mes acolytes? Quelques heures avec moi. Bon, ça va, je suis quand même gentille. Mais y a pas moyen de te récupérer un petit peu? Non, je suis désolée. Sauf si vous avez de très très bons arguments pour que je vous laisse passer. Eh ben on va voir ça, parce que mes comparses là, ils sont plutôt motivés pour te récupérer. D'un périphérique à un petit village, rarement mobilisation aura été si nationale. Ce que l'on retiendra, ce n'est pas leur nombre, mais leur visibilité. 300 000 personnes le premier jour, ce qui n'est en fait pas foufou comparé à une manif de gauche syndicale classique. Mais surtout 70% de soutien dans l'opinion publique. Des points de blocage par dizaines dans chaque département. Ce qui fait dire à certains que c'est le peuple. On est là juste pour défendre le peuple français. Voilà. En tout cas, le petit peuple, celui que l'on croyait politiquement résigné, apathique, juste bon à s'abstenir ou à voter à l'extrême droite. On ne les voyait pas, ils étaient les invisibles sociaux, alors ils surprirent tout le monde. On continue le mouvement, on va le durcir s'il le faut, de toute façon on n'a pas le choix. Un président de la République conspué par les manifestants, une classe politique qui semble dépassée. Macron, démission! Macron, démission! Par la magie de la métonymie, comme leurs ancêtres sans culottes, ils étaient devenus les gilets jaunes. Celui qu'on met en situation d'urgence pour avertir les autres usagers de notre présence. Je suis en panne, ne m'écrase pas. La symbolique est forte, quoique non délibérée. Ça a d'abord un rapport avec la bagnole, avec les origines du mouvement. Mais ça va bien au-delà. Ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Des souffrances qui demandent à être vues. De l'injustice qu'il va falloir reconnaître. De la honte qui soudain se retourne en fierté. Depuis 18 jours, il se réinvente un quotidien en gilet jaune. En tenant les ronds-points, en prenant les péages, en envahissant Facebook. Avec des horaires, une routine, une organisation où chacun sait ce qu'il a à faire. Donc on fait notre rituel du matin, quoi. Ouais, tu sais. Une nouvelle vie qui s'est organisée sur ce rond-point, sous les klaxons de soutien. Quand on leur demande alors comment ça se passe, etc., qu'est-ce que vous comptez faire? Et la première réponse est on a déjà fait les ronds-points. Et donc ils ont déjà l'impression d'avoir retrouvé, en tout cas sur les ronds-points, alors ça peut paraître très paradoxal, une place qu'ils n'avaient plus dans la vie. Chers auditeurs, une chose épouvantable est arrivée. Nous avons été attaqués. Je ne sais pas qui sont nos agresseurs, mais il y en a partout. J'en vois un. Attendez, ce sont des guerriers. Ils sont horribles. Ils ont de grandes dents, de grands fronts, de grandes oreilles. Et ils puent. Les gilets jaunes. C'est la panique. Il faut condamner la violence. Pour condamner les violences. Si on commence à s'attaquer aux magasins, c'est le droit de propriété qui est un droit essentiel. Ces événements, de condamner la violence. Si possible dans le calme et respectons les acteurs économiques. Condamner ces violences et condamner ce qui s'est passé. Avant tout, il faut que tout le monde condamne. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Où sont les leaders avec qui on peut négocier et qu'on peut récupérer? Où sont les responsables, les cadres qu'on peut mettre en prison? Je ne peux pas me permettre de dire que je représente les Gilets jaunes. Ce soir, j'apporte juste ma parole en tant que citoyenne. Ceux qui feront bientôt peur aux possédants, jusqu'à être le premier mouvement social à faire mettre à Jupiter un genou à terre. Je prends ma part de cette responsabilité. Alors c'est du grand n'importe quoi. Il y a des morts, la police est dépassée. Elle cogne, elle sympathise. Elle gaze, elle tape la discute. Elle mutile, elle laisse se faire le blocage. Enfin elle tue. L'État dit « République, sécurité ». Le président ne dit rien. Sûr et certain que ces gens se décourageront, ne réussiront pas à émerger sur la scène politique, se feront écraser dans l'espace public par son armée de beaux parleurs, de menteurs, de chiens de garde. Et pourtant il va céder. Pas face à la lutte pour la SNCF, ni face à l'affaire Benalla, non, face à une colonne de noobs, mais de noobs déter, qui n'ont rien à perdre. Les petits Gaulois, les irréductibles, c'est nous. Parce qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Voilà.
César, t'auras pas d'Oscar. Mais si personne n'en fait la pédagogie, Pauvre les chômeurs, tu c'est la galère. On n'avait rien, on n'avait pas de moyens, il n'y avait plus de grenades. Astérix est là, il se bat comme un bourgeois. Astérix est là, c'est ça, c'est pas la joie. Alors forcément, ce beau peuple tout novice en politique, ça attise les convoitises. Examinons le scénario et les acteurs de cette pièce au nombre d'actes indéterminés. Le fil conducteur que je vous propose de suivre dans cette révolte des Gilets jaunes, c'est celui d'une certaine indétermination. Tout n'est pas déterminé à l'avance. En entrant dans la lutte, les gens vont se transformer, si bien que tout ne peut pas être déduit de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils croyaient ou de ce qu'ils faisaient avant de se mettre en mouvement. Alors les Gilets jaunes, combien de divisions ? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? C'est où les Gilets jaunes? Sur les ronds-points? Sur les lives dans les groupes Facebook? Sur les plateaux TV? Dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre sont parti. Sur les réseaux sociaux. Qui parle? Voilà un premier problème. C'est un ensemble éclaté d'individus. Le mouvement des Gilets jaunes a pris de telles formes et avec des personnalités si différentes qu'il est quasiment impossible d'avoir un interlocuteur. Le résultat, c'est qu'on peut facilement parler pour vous, ce qui rend vulnérable à la récupération. Un journaliste peut ainsi insister sur une dimension du mouvement qui ne correspond pas à la totalité ou à l'orientation générale. Lutter contre trop de taxes, pas de quoi vivre, le diesel trop cher, et puis voilà, que ça bascule vers le rejet du juif. Comment est-ce Un éditorialiste peut décrire le mouvement selon sa fantaisie et parler à sa place. Les durs ont gagné dans le mouvement des Gilets jaunes. Les durs ont pris l'ascendant sur les modérés. Vous pouvez difficilement contester car vous ne disposez pas d'une instance légitime pour le faire sur l'espace public. Si vous bricolez un communiqué, on peut toujours dire que ce n'est pas représentatif. On peut aussi faire parler un individu contre un autre. Et évidemment, sélectionner ceux qui disent des choses qui vont dans un sens voulu. À titre personnel, je n'appelle pas à manifester samedi prochain, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes sont forcément illettrés ou incultes? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un simple citoyen et d'avoir une pensée politique et de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous? Les Gilets jaunes que je vois régulièrement ici même, ils parlent pas comme vous. Parce que vous êtes un faux Gilet jaune, je veux dire. Ça prouve bien qu'il est temps d'arrêter d'être sur les ronds-points. Je suis un vrai Gilet jaune, je réfute votre accusation, vous n'êtes pas un vrai journaliste. Alors... Le jeu préféré des médias dans cette optique, c'est de décréter l'orientation politique du mouvement. Non pas en réunissant des éléments pour en donner le profil idéologique, en écoutant ce qu'ils disent ou en observant ce qu'ils sont, mais en leur demandant pour qui ils votent. Qui sont-ils précisément? Pour qui ont-ils voté aux dernières élections? Et rattacher le mouvement aux courants politiques existants, c'est déjà travailler à la récupération par ces courants. Qui va tirer politiquement son épingle du jeu? Passion pour le jeu des petits chevaux. Le monde social ne les intéresse qu'en tant que cela a des répercussions sur le jeu politique. Si on écoute pour l'instant les sondages, on a l'impression, dans l'ordre en tout cas, qu'ils profitent d'abord à Marine Le Pen, ensuite à Jean-Luc Mélenchon, puis ensuite à Laurent Wauquiez. C'est aussi la première question que se pose un militant, reconnaissons-le. Bon, ok, c'est jaune, mais c'est de droite ou de gauche? Et là, manque de peau. Ils disent que ça n'a pas d'importance, qu'ils n'ont pas voté ou qu'ils ne voteront plus. Pour Sabrina, ni politisé, ni syndiqué. Tristan, tu vas voir le monsieur, toi, par là? À 27 ans, c'est un baptême du feu. C'est d'emblée manquer les gilets jaunes que d'essayer de les situer électoralement. Pour une grande partie d'entre eux, ils n'ont aucun engagement politique, ils ne sont pas non plus syndiqués. La plupart ne sont jamais allés manifester de leur vie. Ils se disent apolitiques et voient plutôt les choses en termes de bas contre le haut, plutôt que gauche contre droite. Là, cependant, il y a un sac d'ambiguïté. Il faudrait peut-être distinguer être politique, être partisan et être idéologisé. On peut être apartisan, ne se reconnaître dans aucun mouvement ou parti. Pour moi, ce sont des personnes qui profitent de la situation pour alimenter leur guerre de parti. Sans pour autant se désintéresser des affaires communes, avoir son avis sur l'intérêt général. Je ne cherche pas du tout à m'associer à des politiques pour pouvoir faire porter ce message-là. Parce que ce message-là, il est entièrement citoyen. De même, on peut être apartisan et se foutre royalement des affaires communes, tout en ayant ses opinions orientées par quelque idéologie, au sens d'un ensemble d'idées relativement cohérent, parce qu'on l'a entendu ici ou là, et dont on reprend les mots ou les idées pour penser telle ou telle chose. Il me semble que si la majorité des gilets jaunes sont apartisans, ou cherchent à l'être, leur mouvement est traversé par des idéologies. Ils ne sont pas coupés du monde, ils lisent et s'informent, écoutent des trucs. Les gens, bon, on se connaît tous, parce que c'est une petite ville, mais par contre, enfin presque tous, mais par contre, on a su, tout le monde sait à peu près de quelle obédience ils sont, mais d'un autre côté, si vous voulez, personne n'a profité de la situation pour récupérer le truc. Tout le monde a mis ses idées au fond de sa poche, son mouchoir par-dessus, et ça se passe mais vraiment très très bien. Ils sont politiques,
Mais pas au sens de la politique politicienne, parce qu'ils pensent quelque chose de leur situation, des dominations, des gens de pouvoir, etc. Ce qui soude aussi, et c'est cette espèce de rage contre la classe politique. Alors longtemps, ça s'est cantonné au président, ensuite c'est descendu au gouvernement, maintenant on en est aux députés. Dégoûtés de la politique, ils ne font plus confiance aux politiciens. Leur parole n'est plus crue, elle est discréditée. Et ils l'ont bien cherché après des décennies de langue de bois. Les gens, la colère qu'ils ont, vos blabla, ils ne veulent même plus l'entendre. Mais répondez à ma question, Maxime Donc, Nicole. non, mais je voudrais vraiment que vous réalisiez ce qui est en train de se passer, parce que j'ai l'impression que vous croyez qu'il y a encore de la discussion à faire. On peut débattre pendant des heures de choses. Mais les gens qui sont dans les rues aujourd'hui, ça fait 30 ans de débat qu'ils ont dans les oreilles, et maintenant ils ne veulent plus entendre ce genre de choses. Au fond, le meilleur sociologue de ce mouvement, c'est Patrick Sébastien. Ils font rien qu'à nous faire les promesses qu'ils ne tiennent jamais. Accompagnez mieux les Français. La seule chose qui les intéresse, c'est passer à la télé. Un élan pour construire l'avenir. Tout proposer, tout maquiller, ils viennent parler au journal. Trop intelligent. Pendant que monte du fond des cafés le son de la chorale. Trop subtil. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Moi j'espère qu'on va pouvoir débattre, sinon pour notre pays c'est très grave. Donc les situer électoralement n'est pas le plus intéressant. On pourra ensuite analyser leurs revendications et les prolonger pour voir qui les porte dans l'espace politique. Pour un ras-le-bol général. La retraite, les taxes, Macron, son gouvernement, tout. Là encore, l'absence de porte-parole complique les choses, puisque c'est touffu. Ça semble partir dans tous les sens. Il n'y a pas que l'essence, monsieur, c'est tout, c'est un tout. Il y a une évolution un petit peu des revendications des personnes qui sont parties vraiment de revendications axées sur le niveau de vie, le budget. Ils voudraient pouvoir travailler et vivre dignement. Nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits de première nécessité. Pour ensuite avancer vers plus la justice sociale. Pour avoir une justice sociale, il faut déjà commencer par avoir une justice fiscale. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les... Ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Les riches, le patronat, tout ça, tout le monde doit participer. Alors, la première des choses, c'est de remettre l'ISF. Et maintenant, une très grosse revendication vers des conditions institutionnelles. Parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Ils trouvent que c'est trop injuste. On ne les entend pas. C'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Ces revendications dessinent-elles un mouvement plutôt de droite ou un mouvement plutôt de gauche? C'est pas moi, c'est un journal qui en a fait le bilan. Les 3/4 des revendications présentées par les Gilets jaunes sont également dans notre programme. C'est pourquoi nous n'avons aucune difficulté à en être membre. Ce qui fait dire à Jean-Luc Mélenchon, dans une belle formule, « Notre but n'est pas de récupérer, c'est d'être récupéré. Et j'ai l'honneur de vous dire que c'est fait. » Ouais, coquin, va. Ne pas se contenter des annonces économiques et sociales, quelles qu'elles soient, et d'aller beaucoup plus loin vers des victoires politiques. Alors la démission de Macron, celle du gouvernement, la dissolution, la fin de la Ve République pour une République plus citoyenne, plus en démocratie directe, et pour certains, carrément, la fin de la République tout court. Bon, tout s'accumule dans ce bric-à-brac de revendications politiques. Mais se concentrer sur une liste de revendications serait peut-être rater la vraie nature de ce mouvement. Il y a là aussi une ambiguïté. Est-ce un mouvement social qui pose des revendications et demande à la puissance publique de lui accorder des droits et des avantages matériels? Ou a-t-on affaire à quelque chose de bien plus profond, qui interroge la société, voire veut jouer un rôle politique révolutionnaire? Car ils ne font pas seulement que réclamer, ils veulent exercer leur souveraineté. Ok donc, choix électoraux, revendications, on peut troisièmement réfléchir sur l'identité des groupes impliqués et faire la sociologie du mouvement, pour essayer d'en déduire les aspirations politiques, d'en déduire vers quelle force politique ils vont se déverser, ou quelle force politique va les récupérer. Moi je suis toute seule, je gagne 1 500 € par mois, il me reste 100 € quand j'ai tout payé, 100 €. Et on me dit que je suis bien payée à la fonction publique. Ça c'est pas normal. Énormément de désignations ont circulé, ayant pour effet de les figer dans une provenance sociale ou géographique. On a parlé de mecs qui roulent au diesel et qui fument des clopes, on a parlé de ruraux, de bouseux, pour les réduire à une sorte de nouvelle jacquerie, on a parlé de petits indépendants et salariés peu qualifiés, pour pouvoir les qualifier de mouvements poujadistes,
On a parlé d'enracinement géographique dans le périurbain et le rural, pour pouvoir parler de France périphérique, afin de dérouler le narratif de l'insécurité culturelle. Mais il va falloir baisser de moitié. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ils sont au-dessus des minima sociaux, ils sont situés au-dessus de 1 200 € net par mois, mais ils sont en dessous de 2 000 €. C'est-à-dire que là, vous avez à peu près entre 30 et 60% de la population française qui est dans cette tranche de salaire-là. C'est une tranche qui paie des impôts, c'est une tranche qui travaille. Il va se passer des choses à force. Les gens vont vraiment péter un câble, quoi. Et là, il faut vraiment que ça change, quoi. Il faut vraiment qu'on nous écoute, il faut qu'on arrête de nous oublier, de nous mettre dans un coin là, de la France, là, de la campagne. Il faut arrêter, Bon, allez, hop. On va se battre, hein. On va se battre, on va rester sur les barrages. On va montrer qu'on est bien présent. Alors non pas sur le profil des Gilets jaunes eux-mêmes, mais sur les gens qui les soutiennent, c'est un petit peu différent, et qu'on pourrait qualifier de la petite classe moyenne, hein, c'est-à-dire ceux qui sont juste au niveau de la ligne de flottaison, au-dessus ou en dessous. C'est pas les milieux les plus modestes et les plus pauvres, parce que ceux-là souvent n'ont même pas de véhicule. C'est ceux qui, voilà, une fois qu'ils ont tout payé, c'est la fameuse thématique des dépenses contraintes, n'arrivent pas à boucler la fin de mois. Moi, ce que je propose, c'est la notion d'exclus de l'intérieur. L'expression vient d'un article de Pierre Bourdieu et de Patrick Champagne qu'on retrouve dans La misère du monde. Elle présente l'avantage d'insister à la fois sur une situation matérielle dégradée et sur la relation aux autres couches de la population. Car les gilets jaunes sont majoritairement dans l'emploi, sans pour autant pouvoir accéder à ce à quoi l'emploi permet d'accéder. Une vie moins marquée par l'urgence des fins de mois, un peu de loisirs, etc. Une chambre de 10 mètres carrés sous les toits. Une pauvreté invisible. J'ai fait un petit coin à mon fils, voilà, et puis là, j'ai fait mon petit coin. J'ai envie d'avoir un statut économique et social parce que ici, ça me ressemble pas. Ils sont donc exclus par rapport à d'autres classes intégrées par le travail, mais ne sont pas absolument exclus comme peuvent l'être les plus fragiles d'entre nous, bénéficiaires du RSA, chômeurs en fin de droit, etc. Ils sont intégrés, ils sont à l'intérieur, mais ils sont exclus dans cet intérieur. Bourdieu parle aussi de misère relative, de misère de position, qu'il distingue d'une misère absolue, d'une misère de condition. Une certaine France parle dans ce livre enfin de sa souffrance et elle prend la parole alors que précisément elle est d'habitude réduite au silence. Les gilets jaunes occupent donc bien une position sociale déterminée, même s'il est difficile de désigner une catégorie sociale précise, ou un type de profession. Cette position, c'est celle de ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de la mondialisation et des politiques néolibérales. Dégradation des statuts dans le monde du travail, sous-traitance, recours à l'intérim, ubérisation, ou encore raréfaction des services publics dans certaines zones. Ça fait 30 ans que vous avez une classe moyenne qui a subi les effets délétères de la mondialisation, qui a subi les effets du retrait de l'État via la coupe de la dépense publique, que Macron accélère via les dotations collectivités territoriales, etc. Et aujourd'hui, vous avez cette classe populaire et moyenne qui dit qu'elle n'en peut plus. Donc. Or, face à cette situation, différentes réactions sont possibles. Ou bien, fort de cette expérience, vous vous dites que ce système qui vous exclut de l'intérieur est aussi injuste quand il exclut les gens de l'extérieur. Mais on est contre, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Parce qu'on est trop c'est là-haut, c'est le capitalisme. Mais si. On a marre de ces injustices sociales où on donne toujours aux plus riches et on prend toujours à la classe moyenne et à la classe pauvre. Ça ne peut pas continuer. Ou bien vous vous dites qu'il vaut mieux grappiller quelques miettes et chercher juste à monter un peu à l'intérieur de ce système. Il y a là une indétermination qui laisse de la place au travail politique. La droite et l'extrême droite, par exemple, raffolent de cette structure où les avant-derniers tournent un regard critique vers les derniers et craignent de se retrouver à leur place. Le but de ces courants d'opinion est donc de persuader les gilets jaunes que les responsables de leur misère de position sont à chercher dans la misère de condition. C'est le migrant, le chômeur qui leur prennent leur place. Les exclus de l'intérieur détourneraient alors leur regard des puissants, se coupant ainsi de toute idée de transformation de la société. Dans une paire d'années, on ne même plus français ici. Eux, les étrangers, ils ont droit de tout. Ils sont nourris, logés. Et nous, on a quoi? On a rien en retour. Mais non, on n'est pas comme ça. Mais après, on n'est pas con. Eux, ils fuient la guerre, ils font ce qu'ils... Tu vois, ils ont leurs soucis. Mais nous aussi, on a nos soucis. Donc maintenant, faut aussi penser aussi à nous. Cette position, c'est l'instabilité même. Pour cette raison, les gilets jaunes ne demandent pas seulement une amélioration de leur situation matérielle, mais veulent aussi savoir quelle est leur place dans la société. C'est une demande de reconnaissance, pour en finir avec cette société du mépris qui les malmène, matériellement et symboliquement. Mais d'où tu sors, d'où tu pars, c'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où? Vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer.
Non mais vous pouvez hausser les sourcils, je vous le dis. Les gouvernants sont prisonniers d'un entourage rassurant de jeunes technocrates qui ignorent souvent à peu près tout de la vie quotidienne de leurs concitoyens et à qui rien ne vient rappeler leur ignorance. Faire accéder la souffrance au discours, la rendre exprimable, c'est d'abord la rassurer en quelque sorte sur elle-même, mais c'est aussi la rendre communicable et la transformer en revendication. Et je pense que les revendications les plus profondes ne sont pas du tout où les situent les hommes politiques et même les porte-paroles attitrés des gens qui souffrent. Bon. Alors on peut se demander, cette recherche de dignité passe-t-elle par une meilleure représentation politique ? Après avoir un peu déblayé les questions des choix électoraux, des revendications, de la sociologie des Gilets jaunes, nous sommes arrivés au point où ils en sont eux-mêmes. Quel genre de débouchés politiques donner au mouvement ? Sous quelle forme ? Avec quels risques ? Quels avantages ? Quelle ambition ? Quoi qu'il en soit, rien ne sera plus jamais comme avant. Une grande partie des milieux populaires, que l'on croyait politiquement apathiques, s'est mise en mouvement. Directement sur les ronds-points, ou par procuration en soutenant. On pourrait s'enflammer et parler de naissance d'un sujet politique, ou de peuple qui se soulève. Soyons prudents, tout le monde a tendance à plaquer sur les gilets jaunes ses propres espoirs politiques. Et le mouvement est si divers qu'il est bien difficile de tenir un discours globalisant sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent. En tout cas, force est de constater que les Gilets jaunes se sont prouvés à eux-mêmes et à la société leur autonomie politique. Ils mettent à l'agenda la question sociale, ils posent des revendications à partir de leur vécu, non par calcul d'appareil, comme dans la tambouille partisane. Ils ne sont donc pas une masse d'électeurs passifs à capter. Que leur volonté soit d'entrer dans le jeu politique via leur propre formation, ou d'intervenir par des mécanismes plus directs, leur politisation s'est faite par la voie royale, la lutte. Quand ça sera terminé, on reviendra quand même sur le rond-point pour être ensemble parce qu'en fait, on va se demander à quoi va servir notre vie, quoi. Ça aura été une aventure humaine tellement forte que elle pourra pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Il n'y a plus rien, donc on se voit plus. Non, bien évidemment. La lutte, c'est pas une vidéo YouTube. Les gens se transforment en quelques semaines. On y voit qui nous soutient, qui nous lâche, qui nous insulte, qui nous frappe. Au moins une fois dans leur vie, en fait, ils se sont sentis proches d'autres personnes et se sont sentis en fait en communauté. Contrairement à ce qui peut être fait d'habitude, là ils se sont sentis citoyens français parce qu'il y a d'autres citoyens français qui sont avec eux et qui échangent avec eux. On comprend la difficulté de se battre. On rencontre les résistances des médias, de la police, des autres gens, amoureux de l'ordre. Toutes ces forces que se coltine systématiquement la protestation sociale classique. Tout cela construit des expériences communes. Le gilet jaune entend peut-être un peu mieux le désarroi du gréviste insulté par les usagers. Le gilet jaune comprend peut-être un peu plus la révolte du jeune de banlieue humilié et frappé par la brigade anticriminalité. La panique du pouvoir et des possédants, parce que cette fois-ci c'est dans le 16e qu'on casse, informe peut-être le gilet jaune que son véritable adversaire n'est pas dans la barre d'immeuble près de chez lui. La lutte, y compris colérique, c'est le contraire de la résignation et du ressentiment. C'est donc possiblement l'antidote au vote protestataire d'extrême droite. Mais pour moi, le plus intéressant, le plus beau, c'est de voir tous ces gens sortir de l'isolement, s'inventer des lieux communs. Bistrots, gares et bureaux de poste ont fermé. Investissons les ronds-points, les péages, les parkings. Trouvons-y la convivialité que n'offrira jamais Facebook. Et que les importants d'en haut n'auront de cesse de moquer parce qu'ils savent peut-être que dans ces danses, ces rires et cette bouffe simple, se prépare leur renversement. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui